Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Guisen TV pour ce nouvel entretien et nous recevons aujourd'hui Valérie Offenberg, candidate pour la 8e circonscription, candidate de l'UMP. Valérie Offenberg, bonjour. Bonjour. Alors vous étiez déjà candidate l'an dernier, vous étiez il y a tout juste 2 semaines dans nos studios également, mais là aucune décision n'était prise et puis là ça y est, vous avez hésité mais finalement vous vous êtes lancée. Absolument, j'avais dit il y a 15 jours que j'avais besoin de réflexion, j'ai pris ces 15 jours de réflexion pour prendre ma décision, parce que se lancer dans une campagne, eh bien, il faut y aller en responsabilité et c'est ce que j'ai fait. Et il fallait également gagner la première étape de cette campagne. Elle vous a opposé à Gilles-William Goldnadel, l'avocat, le favori aussi de Patrick Buisson. C'était une première étape, un bon signe pour vous, cette première victoire au sein de l'UMP? Oui, vous savez, je crois que c'est très important parce que finalement, il y avait plusieurs candidats de qualité, dont William Goldnadel, et l'UMP a tranché. Je crois que ce vote n'a fait que renforcer ma position, puisque parmi tous les candidats, j'ai été choisie. Parmi tous les candidats, vous avez été choisi. Et du coup, on se pose la question de qui sont vos soutiens affichés au sein de l'UMP. Si Gilles-William Goldnadel est habitué à s'afficher aux côtés de Patrick Buisson, dont il est d'ailleurs l'avocat, on se demande du coup qui sont vos soutiens à l'UMP. Eh bien, écoutez, il y a 2 personnes qui ont appelé à voter pour moi. C'est Jean-François Copé et François Fillon. Et puis mes soutiens ont été Christian Estrosi, Claude Goasguen, qui ont effectivement porté le fer pour moi, ainsi que Luc Châtel. Et je crois que c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que finalement, j'ai fédéré au-delà des clans Copé et Fillon, mais sur une certaine ligne politique. Et puis, je crois aussi sur une certaine amitié d'Israël, puisque si vous regardez ceux qui m'ont soutenu, eh bien, c'est Claude Goasguen, c'est Christian Estrosi, et les Français d'Israël savent à quel point ils sont des amis d'Israël, mais aussi Jean-François Copé et François Fillon. Donc, même si tout le monde s'accordera à penser que Gilles-William Goldnadel est également un ami d'Israël, sans aucun doute. Mais c'est assez intéressant, c'est 2 visions de la droite, mais c'est aussi 2 visions de personnes, parce que Patrick Buisson, aux dernières nouvelles, n'est jamais venu en Israël, alors qu'en revanche, et Luc Châtel, et Claude Goasguen, et Christian Estrosi et Jean-François Copé sont allés en Israël. Bon, en tout cas, au sein de l'UMP, déjà, la victoire est remportée. Par contre, pour le reste, rien n'est joué. On le sait, c'est un petit peu une campagne électorale qui se mène sans sondage, sans véritable pronostic. Du coup, le suspense, il n'y a pas beaucoup de campagnes électorales encore de ce type, mais le suspense dure jusqu'au bout. Qu'est-ce qui vous pousse à croire que cette fois-ci, vous allez gagner ? Vous savez, je suis venue il y a 15 jours et j'ai dit que j'hésitais à venir parce qu'une campagne électorale, c'est difficile. J'en ai fait une il y a 1 an et j'ai voulu y aller pour plusieurs raisons. La première, parce que je crois que les échéances de cette année vont être extrêmement cruciales, à la fois pour Israël, mais pour tous les Français de la 8e circonscription. La situation économique en France est terrible. Le gouvernement socialiste nous amène dans le mur. Nous avons des ponctions, plus d'impôts, plus d'efforts, moins de résultats. Les Français de la 8e et les Français de l'étranger ont été véritablement stigmatisés, appauvris par ce gouvernement. Et il y a un grand ras-le-bol, excusez-moi le terme, de la plupart des Français. Beaucoup d'ailleurs parmi ceux qui avaient voté pour François Hollande, le dernier sondage le dit, 70% des Français sont contre François Hollande, 52% de ceux qui avaient voté pour lui regrettent leur vote. Donc il y a un fort mécontentement. Donc c'est ce pic d'impopularité qui finalement va vous aider dans la prochaine campagne ? Je crois qu'il y a un pic d'impopularité, en tout cas du gouvernement socialiste, qui va pousser certains Français, en tout cas certainement en Italie, en Grèce, en Turquie, pour aller voter. Deuxièmement, il y a des raisons personnelles. Et je vous le dis, c'est vrai que si j'ai hésité et si aujourd'hui j'y vais, c'est parce qu'on va être clair. Je suis l'une des vôtres. J'ai mes parents ici, j'ai mes oncles, mes tantes, mon frère, mes neveux, et au-delà de tout, j'ai mon fils. J'ai mon fils qui habite en Israël, qui dans quelques mois portera l'uniforme israélien. Et je dois vous dire que quand je sais que demain, il y aura peut-être une guerre avec l'Iran, qu'il y aura des attaques à mener au sein de la France, au sein du gouvernement français, pour essayer une fois encore de pousser le gouvernement français pour prendre les décisions, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser cette responsabilité à quelqu'un d'autre, alors que ce sont les miens et mon propre fils que j'aurai à défendre. On va revenir sur vos messages électoraux dans quelques instants. Quelques chiffres avant ça, pour ces élections qui étaient donc il y a un peu moins d'1 an. 44% des votes pour la 8e circonscription pour vous, c'était 63% pour Nicolas Sarkozy. Au-delà de la popularité ou de l'impopularité de la gauche, est-ce que vous avez tiré les leçons de votre défaite? Est-ce qu'il y a des changements dans votre campagne actuelle? Bien, écoutez, d'abord, il faut regarder les 2 chiffres. Donc, il y a eu la campagne présidentielle, certes, qui, dans cette circonscription, a donné la majorité à Nicolas Sarkozy. Au niveau des législatives, je vous rappelle qu'ici, en Israël,
j'ai gagné à 63%. Donc au deuxième tour, 63% des Français d'Israël ont voté pour moi. En revanche, c'est mécanique, c'est-à-dire que vous avez toujours, après les législatives et une défaite du gouvernement en place, vous avez en fait plusieurs personnes qui se disent on va voter pour le député qui représente le gouvernement en place. C'est ce qu'on appelle la vague rose ou la vague bleue qui suit un échec ou une victoire électorale. Donc il y a cette première chose. Deuxième élément, c'est vrai qu'il y a eu un taux de participation qui a été extrêmement faible en Israël. Nous avons chuté de 15 à 7,5%. Les Français d'Israël avaient voté 4 fois le dimanche, c'était compliqué, ils en avaient peut-être aussi assez. Et donc tout l'objectif va être aussi, pendant cette campagne, d'appeler à la mobilisation et d'appeler au vote. Alors appeler à la mobilisation pour près de 80% d'abstention sur l'ensemble de la 8e circonscription il y a un peu moins d'un an. Finalement, vous voulez changer comment les choses sur le terrain? Vous avez quels moyens pour le faire? D'abord, vous savez, lors de la dernière élection, il y a 3 candidats qui ont été invalidés, qui ont vu leur compte de campagne refusé. Et mon premier message sera d'appeler à la responsabilité de chacun et au rassemblement. Je veux dire que toutes les candidatures peuvent paraître légitimes, mais on peut aussi tirer des leçons de ce qui s'est passé lors de la précédente élection. La précédente élection a montré plusieurs points très précis. C'est que toutes les élections des Français établis hors de France se sont jouées entre l'UMP et le PS. Aucun candidat indépendant n'a gagné une élection. C'était un fait établi qui a été prouvé. Deuxième élément, la division a fait gagner la gauche, puisqu'il y avait une seule candidate de gauche, et en revanche, il y avait plusieurs candidats ou candidates de centre droit ou de droit. Alors moi, je dis, si nous voulons faire gagner nos valeurs, eh bien dans ces cas-là, j'appelle au rassemblement de tous les candidats qui se pensent en tout cas de centre droit pour essayer de faire gagner cette fois-ci nos valeurs. Du point de vue des candidats, c'est pas gagné. On a déjà plusieurs candidatures qui se sont déclarées en Israël. Alors des gens qui ne sont pas forcément très expérimentés d'un point de vue politique, mais qui par contre prônent une expérience du terrain qui, disent-ils, vous n'avez pas. Vous avez beaucoup de familles en Israël, vous nous l'aviez expliqué, oui, mais vous n'y habitez pas. Alors d'abord, j'y suis une semaine par mois, donc ce qui est déjà pas mal. Et je pense que je connais, comme beaucoup de monde ici, les problématiques réelles de ce pays. C'est-à-dire que ce soit les tracasseries d'avoir des papiers, des permis de conduire, des reconnaissances de diplômes, des questions des retraites. Je pense qu'effectivement, je suis quelqu'un du terrain. Je suis quelqu'un du terrain ici. Et il faut savoir que celui qui est du terrain ici n'est pas du terrain en Italie ou en Grèce, etc. Mais les problématiques, je les connais. Et en revanche, être du terrain ici ne signifie pas être un bon député. Parce que c'est quoi l'objectif ? C'est d'être audible, efficace à l'Assemblée nationale. Être du terrain ici n'a pas permis aux candidats précédents de comprendre les rouages administratifs nécessaires pour voir leur compte de campagne validé et pour pouvoir agir au sein de l'Assemblée. Moi, je dis une chose, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à avoir un candidat qui pourra représenter le plus efficacement possible les intérêts des Français établis en Israël et dans la 8e circonscription. Et je demande aux personnes et aux Français de regarder déjà ce que j'ai fait. Parce que ce que j'ai fait permettra de voir ce que je peux faire. Alors on va reparler de votre expérience politique et autres dans quelques instants, chef d'entreprise également, c'est dans votre profil, oui, sur votre site internet d'ailleurs très bien fait. Avant cela, la 8e circonscription, alors vous avez cité Israël et la 8e circonscription, et il faut le dire finalement, c'est un très vaste territoire, Absolument. Pas évident de mener campagne dans tant de milliers de kilomètres carrés finalement, vous comptez vous y prendre comment? Israël, c'est le bon choix de mettre l'accent sur Israël, c'est pas ce qui a payé aux dernières élections. Mais je n'ai pas du tout l'intention de n'être qu'en Israël. D'ailleurs, quand vous parlez d'expérience, je suis la seule des candidats et candidates qui, pendant un an, a fait du terrain. Ça veut dire que pendant près d'un an, je suis allée à la rencontre des associations, je suis allée à la rencontre des présidents des écoles, des parents d'élèves, des chambres de commerce, et je suis allée dans tous les pays. Donc s'il y a quelqu'un... Votre l'accent notamment sur votre manque d'implication dans la communauté franco-italienne. Écoutez, vous savez, chaque personne qui veut se présenter a pour objectif d'essayer de mettre en avant les défauts de l'autre. Sauf moi, parce que je crois que vous pourrez remarquer que je n'ai attaqué ni les uns ni les autres, parce que justement, ce n'est pas sur ce biais-là et cet angle-là que j'ai envie de mener campagne. Je pense que beaucoup de Français de la 8e ont été dégoûtés par les attaques personnelles qui ont eu lieu lors de la précédente élection, et ça aussi, c'est une leçon à tirer. Malgré tout, ici, j'ai été 63%. Je continuerai à m'impliquer. Et je crois qu'encore une fois, il y a une réalité, ce sont des faits. J'ai fait campagne pendant un an, je suis allée dans tous ces pays. Qui, en 6 semaines, pourra se permettre de pouvoir aller rencontrer tous les présidents d'associations comme moi je l'ai fait pendant un an? Alors on a parlé de l'invalidation des comptes de campagne de nombreux candidats, et puis de nombreuses voix s'élèvent, pas forcément celles des candidats éliminés, pour expliquer qu'il s'agit là soit de maladresse, soit d'un système aujourd'hui qui fait défaut. Est-ce que c'est également votre avis?
Non, il y a des règles. Il y a des règles, il fallait les respecter. La preuve en est, c'est que moi je les ai respectées. Mes comptes de campagne ont été validés. Sur les autres circonscriptions, il y a eu énormément aussi de candidats. Pourtant, c'était extrêmement difficile. Hein. Thierry Mariani avait une trentaine de pays, donc d'autres avaient aussi 5-6 pays. Ils ont tous eu leur compte de campagne validé. Donc pas de système à réformer. Mais vous parliez tout à l'heure d'expérience. Pardonnez-moi, mais dans les autres circonscriptions, il y avait des gens qui appartenaient à des partis, qui avaient des expériences et qui avaient lu les réglementations. On ne peut pas se lancer dans une élection comme ça. On ne s'improvise pas du jour au lendemain, homme ou femme politique. Et donc, effectivement, c'est très difficile. Alors, ce n'est pas le système qu'il faut réformer, mais c'est peut-être les candidatures qui doivent prendre en compte la difficulté d'une telle élection, d'une telle campagne, parce que, encore une fois, permettez-moi de vous dire que la campagne n'est qu'une première étape, mais lorsqu'on est député, c'est tous les jours qu'on doit faire face à des difficultés administratives de celle-ci et qu'il faut savoir respecter. Alors justement, vous allez nous l'expliquer un petit peu plus précisément. Ce rôle de député des Français de l'étranger, finalement, personne n'y voit très clair et c'est sans doute ce qui explique aussi ce grand taux d'abstention aux dernières élections. On ne comprend pas très bien. La communauté ici est franco-israélienne, c'est le même cas dans tous les autres pays des 8e circonscriptions. Du coup, une double appartenance, une double allégeance, diront certains. Et du coup, on défend quoi? Les intérêts des personnes qui habitent ici ou bien ceux de la France? Alors moi, je pense que ce n'est pas une double allégeance, mais c'est un double devoir. Un double devoir et un double droit. C'est-à-dire que je pense qu'en tant que Français, vous êtes liés avec la France sur différents domaines. Beaucoup de Français ici reçoivent la retraite de la France. Donc lorsque on ponctionne les retraites, eh bien, ce sont tous les Français qui habitent en Israël qui sont effectivement ponctionnés. Lorsqu'il y a une remise en cause des allocations familiales, ce sont tous les Français qui sont ici et qui sont touchés par une décision en France. Lorsqu'il y a des problèmes de reconnaissance des diplômes, eh bien, ce sont tous les Français qui ont fait leur alia et tous ceux qui souhaitent faire leur alia et qui s'interrogent sur leur reconnaissance du diplôme qui sont touchés. Donc les liens sont importants. Lorsque, en tant que Français, vous avez des grandes sociétés françaises qui viennent ici, c'est un avantage aussi pour vous. Je vais ce soir à Ofra. Vous savez très bien comment c'est en Judée-Samarie. À Ofra, il y a énormément de gens qui travaillent dans des call centers et qui sont extrêmement liés à la France. Donc, ce qui se passe en France a un intérêt pour tous les Français qui résident en Israël. Des intérêts propres, comme je l'ai dit. Quand on touche aux retraites, c'est les retraites de ceux qui sont ici qui sont touchés. Quand on se touche aux allocations familiales, quand on touche à la part fiscale pour les étudiants, les parents qui soutiennent les étudiants, on touche aux intérêts des Français. Quand on touche à la reconnaissance des diplômes, c'est la même chose. Et puis il y a au-delà de ça, effectivement, les questions plus spécifiques géopolitiques. Donc pour l'essentiel, dans ce que vous venez de nous décrire, préserver avant tout les avantages sociaux et économiques des Français en Israël? Alors ça, ce sont des avantages qui sont importants pour chacun d'entre vous au niveau individuel. Maintenant, pardonnez-moi, mais quand on élit un député, on élit aussi un élu de la nation qui va travailler sur tous les grands sujets. Alors moi, je me suis prononcée sur certains sujets. J'ai dit que par exemple, j'avais été opposée au mariage homosexuel. Quand on vote pour quelqu'un, on a envie de savoir aussi quels sont ses objectifs, ses idées sur des points comme ça. Je fais partie, vous l'avez dit tout à l'heure à l'UMP, des rares personnes avec Claude Goasguen qui ont appelé le gouvernement et qui ont fait des communiqués de presse pour dire que c'était une honte pour l'Europe et particulièrement pour la France de refuser de mettre le Hezbollah sur la liste des organisations terroristes. Alors on va Ce sont des éléments qui sont importants aussi. Mais avant cela, un mot de votre déplacement ce soir à Ofra. Vous venez de nous le citer pour une réunion d'un meeting électoral, si on peut dire, dans cette petite ville avec une forte communauté franco-israélienne. Justement, cette petite ville, elle se trouve en Judée-Samarie, dans des territoires qui sont disputés. Il y a peu, on a entendu de nombreux appels au boycott en provenance de l'Union européenne et de la France. Absolument. Également pour tous les produits en provenance de cette région. C'est votre rôle de s'impliquer également politiquement sur de ces dossiers? Absolument, et je crois que si j'ai choisi que mon premier meeting de campagne, si on peut dire, parce que la campagne n'a pas encore véritablement commencé, c'est de me rendre à Ofra, c'est parce que je sais que c'est extrêmement difficile pour tous les Français qui habitent en Judée-Samarie, particulièrement pour les questions justement de papier, pour les questions... Vous voyez, moi par exemple, je suis extrêmement choquée. Lorsqu'on parle de cette élection, s'il y a des choses à revoir, c'est que lorsque vous regardez les résultats, vous avez Israël. Et vous avez de l'autre côté Jérusalem. De quel droit aujourd'hui est-il encore possible que Jérusalem, dans le résultat des votes, ne soit pas pris en compte dans Israël? Je dois vous dire que c'est quelque chose qui m'avait profondément choquée. Et je peux assurer que si demain je suis élue députée, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de faire en sorte que dans 4 ans, la prochaine élection, Jérusalem rentre dans Israël. Alors justement, Valérie Offenberg, on en vient à la question. Et quel va être justement votre pouvoir? Vous allez peut-être être élu député, quoi qu'il en soit, ce sera une voix. Est-ce que vous avez derrière vous l'UMP dans de tels dossiers? Écoutez, je crois que vous l'avez vu, hein, il y avait plusieurs candidats en liste. J'ai effectivement été choisie et élue par l'UMP. Je crois que le seul pouvoir que l'on peut avoir, c'est un pouvoir de coalition. Et je l'ai démontré, que ce soit à la fois chez Copé ou chez Fillon, j'ai des gens avec moi. Des gens comme Claude Goasguen, et tous les Français d'Israël le savent, Claude est un ami sincère d'Israël. Des gens comme Christian Estrosi, des gens comme Luc Châtel, des gens comme Jean-François Copé. Nous sommes plusieurs
à pouvoir défendre Israël et l'idée d'aller renforcer ce nombre de députés à l'Assemblée qui pourra le faire. Mais au-delà de ça, statut de Jérusalem, sur le statut de Jérusalem, on le sait bien, l'UMP ne s'est jamais prononcé, même du temps de Nicolas Sarkozy, a pris grand soin de ne pas le faire. Absolument, d'ailleurs, ni l'UMP, mais vous parlez du président Obama, sachez qu'au niveau du Congrès du Sénat américain, c'est aussi ni les sénateurs ni les congressmen américains, pourtant très pro-israéliens, se sont prononcés non plus, et malheureusement, sur ce sujet. Mais en revanche, attendez, je n'ai pas dit sur le statut de Jérusalem, je crois qu'il faut être tout à fait honnête, et je n'ai pas le pouvoir de le faire à moi toute seule. En revanche, pour faire en sorte que dans les votes des Français qui habitent en Israël et dans Jérusalem, qu'ils soient comptabilisés comme Français habitant en Israël, je pense que là, oui. Parce que, pardonnez-moi, mais dans ce qui s'est passé dans le vote, c'est pire que tout, parce qu'on va au-delà du statut de Jérusalem. Ça signifie que les Français qui habitent dans Jérusalem, nous allons dire Jérusalem-Ouest, qui est reconnue comme être une Jérusalem israélienne. En quel honneur ceux-là ne sont même pas dans Israël? Nous allons bien au-delà de la question du statut. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce soir de me rendre en Judée-Samarie et à Ofra. On en vient à une autre partie de votre expérience, c'était au Quai d'Orsay notamment, en tant qu'émissaire de Nicolas Sarkozy, pour la dimension culturelle et économique notamment. Une expérience grâce à laquelle j'imagine bien que vous avez longuement fréquenté ces couloirs du Quai d'Orsay. Vous avez également pu constater qu'au ministère des Affaires étrangères français, on ne change pas facilement d'avis sur la question. Ah oui, absolument. D'ailleurs, oui, c'est très intéressant, j'avais oublié d'évoquer ce point-là, mais lorsqu'il y a eu plusieurs articles dans le Figaro, dans Libération, qui ont expliqué quelles étaient les personnes qui avaient porté le fer contre moi et qui avaient essayé de faire en sorte que ma candidature ne soit pas validée par l'UMP, il y avait Alain Juppé. Alain Juppé qui a dit dans le Figaro qu'effectivement, il ne souhaitait pas que je puisse représenter l'UMP, puisque je m'étais opposée à lui sur la reconnaissance de l'État palestinien à l'ONU. Alors voyez-vous, effectivement, c'est très difficile. Mais est-ce que c'est parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire? Je l'ai fait quand j'étais au Quai d'Orsay. J'ai vu à quel point c'était difficile. J'ai bataillé comme je n'ai jamais bataillé dans ma vie. Ça a même eu un prix sur votre carrière? Oui, ça a eu un prix sur ma carrière. La preuve en est, c'est que Alain Juppé l'a encore redit et écrit dans le Figaro en disant qu'effectivement il s'était opposé à moi parce que j'avais pris la parole. Mais ce qui prouve aussi que dans la vie, il faut prendre des risques. J'ai eu le courage à ce moment-là, lorsque j'étais au Quai d'Orsay, alors que c'était un ministre de mon propre parti, de dire non, je suis en défaveur, je suis contre cette reconnaissance. Je l'ai dit à ce moment-là à Nicolas Sarkozy, je l'ai dit à Alain Juppé qui m'en veut encore. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est aussi ça l'engagement politique. L'engagement politique, il n'est pas simplement d'essayer de convaincre ceux qui sont déjà convaincus, mais c'est d'avoir le courage d'aller là où c'est difficile pour le faire. Et c'est aussi savoir de qui est-ce qu'on va s'inspirer. Et puis dans les médias français, on vous décrit comme un pur produit du sarkozysme. C'est une définition que vous acceptez? Oui, c'est vrai. Je crois que je n'aurais jamais fait de politique sans Nicolas Sarkozy, parce qu'avant, je considérais que rien n'était possible. Moi, Jacques Chirac, effectivement, je suis désolée, mais ne m'inspirait pas quand il disait qu'on ne pouvait pas bouger la France et transformer la France. Je suis allée avec Nicolas Sarkozy parce que c'est quelqu'un qui aussi a lutté contre l'antisémitisme. Et pour moi, qui vivais en France, qui a 3 enfants en France à ce moment-là, puisque maintenant j'en ai un qui est ici, eh bien, je considérais que c'était fondamental. Donc oui, il est très clair que mon engagement a été lié à Nicolas Sarkozy. Vous êtes toujours proche de l'ancien président? Oui, absolument. Je suis toujours proche de lui, je le vois assez régulièrement et je continue à travailler sur certains sujets. On peut être en désaccord. L'inévitable question, Valérie Offenberg, Nicolas Sarkozy en 2017, il faut encore y croire? Je crois que c'est trop tôt pour le savoir. Nicolas Sarkozy aussi est un homme extrêmement responsable qui prendra ses responsabilités en fonction des intérêts de la France. Alors avant de conclure cette interview, Valérie Offenberg, il nous reste 3 questions d'actualité. Shimon Peres est rentré la semaine dernière d'une tournée en Europe, à Paris notamment. Vous avez cité il y a quelques instants son combat notamment pour inscrire le Hezbollah dans les listes des organisations terroristes de l'Union européenne. La partie n'est pas gagnée d'avance, elle n'est même pas gagnée du tout. Pourquoi la France s'entête ? Je crois que la France est enfermée dans un carcan idéologique qui considère qu'il ne faut pas mettre en danger le Liban et que lorsqu'on inscrit le Hezbollah sur la liste d'organisations terroristes, on met en danger le Liban. Bon, il y a aussi une raison réelle qui est celle que la FINUL est aujourd'hui au Liban et qu'ils craignent des attentats sur les soldats français. J'entends, néanmoins, je crois qu'il faut avoir du courage. Alors, on peut envoyer nos soldats au Mali. Le courage de rompre ces relations diplomatiques avec le Liban ? Il faut avoir le courage de reconnaître que les positions françaises sur le Hezbollah sont des mauvaises positions. Que lorsqu'on a le courage d'envoyer nos soldats se battre au Mali, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le courage de mettre le Hezbollah sur la liste des organisations terroristes. Oui, je soutiens totalement Shimon Peres dans son combat. Claude Goasguen et moi sommes montés au créneau. Je continuerai à monter au créneau sur ce point-là. Nous ne gagnerons peut-être pas cette fois-ci, mais nous devrons à chaque fois continuer à dire les choses. Oui, il est vrai qu'au sein de l'UMP, des gens comme Alain Juppé sont contre cette position, mais j'ai déjà démontré dans le passé que j'avais eu le cran, le courage et la détermination de le faire.
faire. Et je peux assurer les Français d'Israël que je continuerai à le faire. Alors, autre question, vous avez notamment été à la direction de l'American Jewish Center Committee. C'était il y a tout juste 10 ans. Vous dites que vous êtes une professionnelle de l'art du lobbying. On imagine bien que ça doit aider un député. Au-delà de ça, il y a en Israël la visite de Barack Obama qui s'annonce. Il faut en attendre quoi pour les Israéliens? Je crois qu'en tout cas, il fallait que ça se fasse. Voilà, c'était absolument inacceptable que le président des États-Unis ne soit jamais venu en Israël. Je rappelle d'ailleurs, puisque vous me parlez de Nicolas Sarkozy, que celui-ci, c'est le premier voyage qu'il avait fait officiel, était de venir en Israël. J'attends toujours la visite de François Hollande, parce que pour moi, ça reste encore un mystère. Comment est-ce qu'on peut être un président de la France, on a pu être pendant 35 ans en politique et n'avoir jamais mis le pied, la curiosité de venir dans ce pays. Et là, dans son mandat, il lui reste encore un peu plus de 4 ans. Eh bien, j'attends et j'espère réellement qu'il le fera. Alors, la visite de Barack Obama est importante. Je suis comme tout le monde, j'attends de voir ce qu'il va nous dire, j'attends de voir ce qu'il va dire sur l'Iran, parce que l'Iran est pour moi une priorité. Nous arrivons à un stade de dangerosité extrême. Et la position de la France sur ce dossier, elle vous satisfait? Alors, je crois que la position de la France, lorsque Nicolas Sarkozy était président, était celui qui avait le plus de leadership dans ce domaine. On a pu reprocher, moi la première d'ailleurs, certaines positions de Nicolas Sarkozy sur l'UNESCO. En revanche, tous les Israéliens pourront vous le dire, ils ont eu besoin de Nicolas Sarkozy pour porter le fer, pour avoir ce leadership sur l'Iran. Je ne vois plus ça chez François Hollande. Il y a beaucoup de mots, mais les actes ne sont pas de la même façon. Et moi, j'attends de Barack Obama aujourd'hui qu'il joue son rôle de leader mondial sur la question iranienne. Alors, un autre dossier sur lequel, par contre, François Hollande s'est grandement impliqué. Il va être d'ailleurs ce dimanche à Toulouse. On est à l'approche de l'anniversaire des attentats, des dramatiques attentats terroristes de Toulouse, qui avaient coûté la vie donc à un adulte et 3 enfants. Je vous le rappelle, c'était il y a tout juste un an. Et du coup, ça repose la question de la lutte en France contre l'antisémitisme. Si je peux me permettre, dans l'école juive, c'était un adulte et 3 enfants. Plus de militaires français de Montauban, bien sûr. D'autres militaires qui avaient été Effectivement, s'il ne s'agissait là que de la tuerie dans cette école de Toulouse, François Hollande sur ce dossier s'est grandement impliqué. Ça a reposé la question de la lutte contre l'antisémitisme en France. Ce dossier-là, il est bien géré par le gouvernement actuel? Oui, je pense que le gouvernement actuel aujourd'hui gère ce dossier comme il faut. Et j'aimerais quand même dire que vous me posiez parmi les questions, pourquoi est-ce que les Français d'Israël devraient voter? Je sais que la plupart des Français qui habitent ici ont la famille ou des amis en France. Et je crois qu'il est fondamental aussi d'avoir des députés, de droite comme de gauche, parce que sur ce sujet-là, il y a aussi à gauche des députés qui, en tout cas, sont très actifs. Mais je crois qu'il est très important, en tout cas, d'avoir des amis d'Israël et des députés qui lutteront efficacement au sein de l'Assemblée contre l'antisémitisme. Et j'appelle à la responsabilité des Français qui habitent ici. Pour vos familles, vos amis qui habitent en France, élisez quelqu'un qui se battra aussi pour la lutte contre l'antisémitisme. Alors une dernière question, on l'a dit tout à l'heure, votre suppléant, il s'est présenté contre vous aux dernières élections au sein même de l'UMP avant de valider votre candidature. Il vous faut donc un nouveau suppléant. Il y a d'autres candidats qui se sont choisis, des visages assez connus. On pense bien sûr à Véronique Jeunesse et à Jonathan Simon-Selem. Vous avez déjà fait votre choix? Écoutez, j'ai 3 personnes qui m'ont demandé d'être suppléant. Je décide d'attendre quelques jours pour essayer de voir quelle est la personne que je vais choisir. Ça sera sans aucun doute un Italien, mais en tout cas, je me suis donné, vous avez vu que je prends mon temps, parce que je crois que c'est essentiel de prendre les bonnes décisions. Donc, j'annoncerai qui est mon suppléant peut-être la semaine prochaine. En tout cas, on vous laisse mais je donc crois que le suppléant, si je peux me permettre encore une précision, vous l'avez dit tout à l'heure, moi je souhaite mettre en place une chaîne de compétences. Ça veut dire que je choisirai un suppléant qui sera du terrain, pas simplement pour une question médiatique, mais qui saura en tout cas faire remonter les véritables informations du terrain et qui me permettra aussi d'être au plus proche des électeurs de la 8e circonscription. En tout cas, une campagne qui va se mener sur le terrain, on l'a bien compris, entre les différents candidats. Merci d'avoir été avec nous, Valérie Offenberg, pour cette interview. Merci à vous. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Et puis la suite de l'information, c'est tout de suite sur GuiSen TV.